On va y aller. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil de Carleton-sur-Mer du lundi 14 juin 2021 en mode hybride, donc avec des gens en présence dans la salle et aussi enregistrés, donc diffusés en direct. Et la séance sera disponible sur le site web de Carleton-sur-Mer. Donc, dès demain, elle va être disponible en ligne pour les gens présents. Si vous le voulez bien, je vais y aller avec la lecture de l'ordre du jour. Ça va comme suit. On a un point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 1.1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. Voilà, oui. En point 2, approbation du procès-verbal. 2.1, séance ordinaire du 10 mai 2021. 2.2, séance extraordinaire du 20 mai 2021. 3, on a les dossiers de la mairie. En 3.1, correspondance. 3.2, entente du personnel cadre 2021-2025. Acceptation. 3.3, Maison des aînés, manifestation d'intérêt au 6 de la Gaspésie. 3.4, découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. 3.5, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier sur le rapport de l'auditeur indépendant pour l'année financière 2020. 4, dossier de la direction générale. 4.1, analyse de cyber-risque pour le regroupement des municipalités et organismes, Union des municipalités du Québec. 4.2, projet modifié de garage et d'une terrasse au club de golf, dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds d'appui au rayonnement des régions. En fait, c'est le Fonds Région Ruralité volet 1. Il y a un petit changement d'appellation. 5, dossier de la trésorerie. 5.1, dépôt du rapport financier au 31 décembre 2020. Pour ce point-là, on va débuter. Là, M. Odette est avec nous de Raymond Chabot Grant Thornton pour nous présenter les états financiers. Donc, on va le traiter en premier là, une fois que j'aurai complété la lecture de l'ordre du jour. 5.2, on a les comptes à payer au 31 mars 2021. 6, dossier du greffe. 6.1, règlement 2021-444, modifiant le règlement 2013-283, autorisant l'augmentation du fonds de roulement. 6.2, régularisation des titres de propriété pour les entreprises Quartier Chaleur et Construction Norvex Limité. 6.3, servitude pour bornes de recharge de véhicules électriques. 6.4, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. Règlement 2021-448 en 6.5 sur la gestion contractuelle modifiant le règlement 2018-320, avis de motion et dépôt du projet de règlement. 7.7, les dossiers de l'urbanisme. 7.1, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 31 mai 2021. 7.2, demande de PIIA au 906 rue de la Montagne, le lot 6 390 535. 7.3, demande de PIIA au 837 rue de la Montagne, le lot 4 542 801. 7.4, avis de motion, règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant l'augmentation de la densité de logements sur le territoire. 7.5, adoption du deuxième projet de règlement 2021-146 modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant les marges de recul des zones 029A et 032A. 7.6, adoption du premier projet de règlement 2021-149 modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant l'augmentation de la densité de logements sur le territoire. En 8, les dossiers de développement économique et tourisme. 8.1, transfert de propriété du Karaboudja, autorisation de signature de l'entente. 9, dossier de loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, entente de location écovoile, baie des Chaleurs, coopérative de solidarité, autorisation de signature. 9.2, dépôt et adoption de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes du milieu. 9.3, demande d'avance de fonds, festival Bleu-Bleu. 9.4, projet de soutien aux municipalités, espace Muni. 10, dossier des travaux publics. 10.1, résolution concernant une mise de fonds dans un projet dans le cadre du programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'écocentres québécois. 11, dossier de la sécurité publique. 11.1, rapport des interventions du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021. 12, prochaine séance. 13, autres sujets. 14, tour de table du conseil. 15, période de commentaires et de questions. Et 16, levée de la séance. Ça vous convient, membre du conseil? J'aurais besoin d'une proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci.
Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, je vous propose de passer directement au point 5.1. En fait, on va y aller avec la présentation des états financiers. Monsieur Odette de Raymond Chabot Grant Thornton est avec nous pour ça ce soir. Les gens dans la salle ont reçu une copie papier des états financiers. Pour les gens en ligne, on va partager, Monsieur Odette va partager l'écran pour pouvoir vous présenter son document. Donc, la parole est à vous, Monsieur Odette. Alors, comme je disais, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour venir vous présenter les états financiers de la Ville. Ce que vous allez voir ou ce que vous avez entre les mains là, est vraiment un résumé très succinct là, des états financiers qui sont présentés au ministère des Affaires municipales. Si jamais vous avez des questions, ben gênez-vous pas, puis je vais vous présenter ça. On a émis une opinion sans réserve sur les états financiers qui se terminent le 31 décembre 2020, donc qui sont conformes là, aux normes comptables, aux normes du ministère des Affaires municipales et des règles de l'ICCA, donc de CPA Canada. Donc, je pense que je peux aller directement pour... Je pense que vous devriez voir le document à l'écran qui se trouve être rapport financier. On voit les différents dossiers. Les différents dossiers? On n'a pas la même image. OK. Bon, on va arrêter ça, puis je vais aller voir d'autres choses. Comme ça. Bon, parfait. Alors, je vous présente les états financiers de la Ville. Donc, le rapport 2020 au 31 décembre 2020. Ce que je vous présente en premier, c'est l'état des résultats sommaires de la Ville et de ses organismes contrôlés qui sont consolidés dans la Ville. Donc, le Quai des Arts et la Société de développement mise en valeur de merci, le SDMC, Société de mise en valeur et développement de Carleton-sur-Mer. Donc, vous voyez à l'écran, puis sur vos papiers, c'est présenté en 5 colonnes. Donc, il y a le budget qui avait été adopté par la Ville sur la première colonne de gauche, les réalisations de la Ville, ce qui s'est passé vraiment pour l'année 2020, les réalisations pour les organismes, les revenus réels, réalisations consolidées, donc lorsqu'on additionne la Ville et les organismes, et en consolidé en comparatif pour l'année 2019. Alors, je vais y aller là, avec la colonne consolidée 2020, donc un total de 9 705 000 $ de revenus, répartis là, au niveau des taxes municipales pour 5 700 000 $, les paiements tenant lieu de taxes pour 316 000 $, les transferts qui se trouvent être des subventions que la Ville reçoit pour 665 000 $, 2 101 000 $ en services rendus, et 887 013 dans autres revenus. Donc, un total de 9 705 000 $ par rapport à 9 382 l'an passé. Donc, une augmentation là, de 300 quelques mille dollars. On voit qu'au niveau de la Ville, là, il y a un total de 9,2 millions de revenus cette année et au niveau des organismes, 551 800. Au niveau des charges de fonctionnement, un total de 7,2 millions répartis au niveau de l'administration générale, 976 600. La sécurité publique, 721 000 $, 986 000 $ pour les dépenses de transport, qui doit être la voirie municipale, le déneigement, l'éclairage des rues. 1,4 million en hygiène du milieu, tout ce qui a rapport avec les dépenses au niveau des vidanges, le recyclage, les ordures, également l'aqueduc et l'égout. Donc, un total de 1,4 million. 78 600 en santé et bien-être. Aménagement, urbanisme et développement, 657 000 $. 1,9 million en loisirs. Donc, les revenus provenant du camping, de l'aréna, du Quai des Arts, totalisent là, cette année là, 1,9 million.
et 475 600 dans les frais de financement. Donc, un total de charges de fonctionnement pour 7,2 millions. On a une section un petit peu plus bas au niveau des éléments de conciliation à des fins fiscales, donc 5 500 $ en prêt placement à long terme, 1 396 000 $ pour le remboursement de la dette. Donc, il y a eu un montant en capital qui a été remboursé au cours de l'année de presque 1,4 million sur la dette de la Ville. Il y a eu des affectations au niveau des activités d'investissement de 468 900 $. Donc, la Ville a pris à même son budget des argents pour payer certains équipements en cours d'année. Donc, un total de 468 000 $. Et au niveau des excédents accumulés, la Ville a utilisé ces excédents pour rembourser le fonds de roulement, un total de 110 000 $. Elle a également utilisé des montants pour des soldes disponibles sur le règlement d'emprunt qu'elle avait. Elle les a utilisés pour pouvoir venir financer d'autres dépenses. Donc, un total de tout ça pour 94 000 $, ce qui laisse un surplus consolidé au 31 décembre, pour l'année terminée le 31 décembre 2020, de 510 381, qui est réparti de la façon suivante. La Ville a un surplus de 419 724, puis les organismes Quai des Arts et la SDMC, un total de 90 657 par rapport à 62 600 l'an passé. Donc, une bonne année cette année. Là. Il y a eu plusieurs facteurs qui font qu'il y a un surplus comme ça. Les éléments au niveau de la COVID, il y a eu des subventions supplémentaires. Il y a eu des dépenses de moins également au niveau des loisirs. C'est difficile de mettre le doigt sur exactement l'élément qui fait qu'il y a un surplus de 510 000 en bout de ligne, mais c'est l'effet de plusieurs éléments là, qui font que la Ville a un surplus de cette ampleur-là cette année. Page suivante, on voit un petit graphique là, au niveau de la répartition des revenus de la Ville au niveau du fonctionnement. Donc, on peut voir là que au niveau des taxes municipales, ça représente 62 % du budget de la Ville. Les transferts, les subventions, 5 %. Les services rendus pour 18 %. Puis également, là, les autres revenus représentent 11 % de la Ville. Donc, le gros morceau, là, évidemment, là, c'est au niveau de la taxation pour les revenus de la Ville. Au niveau des dépenses de fonctionnement, on a un petit graphique également qui présente là, les grandes catégories de dépenses. Donc, en administration générale, ça représente 14 % du budget. En sécurité publique, 11 %. Les dépenses de transport, l'enlèvement de la neige, voirie, on représente 14 % également. 21 % en hygiène du milieu. Les dépenses de loisirs, 23 % aménagement, urbanisme et santé et bien-être, 9 et 2 % chacun. Donc, ça montre une petite image là, comment est dépensé les argents au niveau du budget. À la page suivante, on a l'état des résultats d'investissement. Donc, vraiment, qu'est-ce qui a été investi au niveau des immobilisations de la Ville? Je vous montre dans la colonne réalisation, toujours au niveau consolidé, la section au niveau des acquisitions de l'année. Il y a eu 1 067 000 $ d'acquisition d'immobilisation en cours d'année pour des équipements, pour l'achat de terrain, la piste cyclable, des dépenses au niveau du camping en immobilisation, la piste cyclable, oui, je viens de le dire, l'aréna également. Donc, des travaux de pavage aussi. Donc, tout ça, là, ça a fait un total de 1 million, plus d'1 million cette année. La façon que ça a été financé, il y a eu des revenus au niveau des investissements de 389 000 $ qui se trouvent être des subventions ou des contributions de certains organismes pour venir financer ces immobilisations-là. La différence a été financée par du financement à long terme, des emprunts que la Ville a fait, un total de 369 197 cette année. Et elle a utilisé là, au niveau des activités de fonctionnement, il y a eu des affectations pour 468 000 $. Donc, ça donne un surplus pour l'année de 153
au niveau des immobilisations. Vous remarquerez que l'an passé, il y avait 143 000 de déficit. C'est souvent que le financement n'est pas fait en même temps que les dépenses. Des fois, les dépenses peuvent être faites avant d'avoir le financement. Donc, c'est plus dans le temps. Là, ça se répartit un petit peu plus dans le temps. Là. En bout de ligne, ça donne 0 ou presque là, si on compare les 2 années. Parce que les projets sont toujours financés à 100 %, sauf qu'à un moment donné, les subventions ou les emprunts se font l'année suivante les dépenses. Je vous présente à la page suivante l'excédent accumulé de la ville. Donc, au niveau consolidé, toujours, la colonne totale consolidée, la ville avait des surplus accumulés pour 50 073 en début d'année. On vient rajouter le 510 381 de surplus de l'année. On vient soustraire un montant de 5 000 $ qui avait été utilisé pour la politique culturelle et on rajoute un montant de 60 946 provenant des réserves financières et fonds réservés, ce qui donne à la fin un total de 616 400 de surplus accumulé de la ville. C'est réparti de la façon suivante. Il y a 376 700 qui se trouvent être des surplus non affectés de la ville, donc elle peut faire ce qu'elle veut avec les montants qu'elle a en surplus. Il y a un montant de 168 000 $ qui est un montant affecté. La grande majorité de ce montant-là est pour le budget de 2021. Donc, la Ville a réservé ce montant-là pour balancer son budget 2021. Les organismes se retrouvent avec un surplus accumulé à la fin de 71 500. Donc, un total de 616 400 à la fin de l'année, consolidé. La page suivante, c'est au niveau de la dette à long terme. La dette à long terme, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait presque 1,4 million qui avait été remboursé en cours d'année. Là, on voit un petit peu plus le détail là, de la dette et de qui va payer la dette là, en bout de ligne. Donc, au total, il y a pour 16 millions de dettes à long terme. La ville de Carleton, sa part à elle, est de 14 900 000. Il y a un montant qui va être remboursable par le gouvernement du Québec pour 1 042 000. La SDMC a une dette de 138 000 $ et le Centre de production et de diffusion culturelle à Carleton a une dette de 74 000 $. Donc, sur le 14 900 000, il y a des montants d'argent de 500 000 $, là, un peu plus de 500 000 $ qui sont réservés pour le remboursement des dettes qui vont avoir lieu dans le futur. Donc, on peut dire là, que la dette de la ville, un coût, ces montants réservés-là utilisés se chiffrerait à 14 400 000 environ. Finalement, une dernière page que je veux vous présenter. On a souvent la question de savoir combien que le camping fait, combien que le golf fait. Donc, c'est-tu payant, c'est-tu pas payant? Au niveau du camping, l'an passé, il y a eu des revenus de près de 1,3 million, des dépenses pour 406 000 $, ce qui laisse un surplus d'opération de 892 000 $. En 2019, vous ne l'avez pas dans la présentation, mais le surplus était de 572 000 $ pour le camping. Donc, il y a eu une bonne augmentation au niveau du camping là, cette année. Le golf, il y a eu des revenus de 451 700 en 2020, des charges pour 384 000 $, ce qui dégage un surplus de 67 400 à la fin. En comparatif, en 2019, là, il y avait eu un déficit de 8 000 $. Donc, la Ville avait dû injecter 8 000 $ là, pour venir balancer le surplus, le déficit, absorber le déficit du golf en 2019. Donc, cette année encore, une très bonne année pour le golf. Avec le résultat de 67 000 à la fin. Essentiellement, c'est ce que je voulais vous présenter comme résultat au niveau de la ville avec la présentation des états financiers. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions, vous autres, de votre côté? Pour les gens en ligne, vous pouvez poser vos questions si vous le voulez là, dans la partie questions-réponses ou encore dans le chat. Puis pour les gens dans la salle, si vous avez des questions pour M. Audette, c'est le temps.
C'était clair, limpide. Je ne vois pas de questions pour les gens en ligne. Je peux encore se donner quelques secondes, puis ensuite, on va défiler l'ordre du jour. Puis si jamais il y a des questions plus précises aussi, Mme Forêt est avec nous ce soir, là, donc elle va pouvoir aussi, je pense, répondre en bonne partie en totalité aux interrogations. Ça complète, mais merci beaucoup, M. Audette, d'avoir fait cette présentation-là. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir. Puis, ben, je vous souhaite une bonne fin de réunion et à la prochaine. Merci. Vous êtes libérés de vos fonctions. On va poursuivre l'ordre du jour. Merci. Donc, si on poursuit, on serait au point 2 de l'ordre du jour. C'est l'approbation du procès-verbal. En 2.1, on a le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021. Donc, les membres du Conseil ont reçu le procès-verbal. Si c'était conforme, on prendra une proposition pour l'adopter. Proposé par Mme Richard. Merci. Point 2.2, séance extraordinaire, toujours le procès-verbal, cette fois-ci du 20 mai 2021. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Leblanc. Merci. Point 3, dossier de la mairie. 3.1, correspondance. On a reçu quelques correspondances à l'intention du Conseil au cours du dernier mois. Première du ministère des Transports du Québec qui confirmait un montant de 12 263 qui est accordé à la Ville pour des travaux d'amélioration des routes. Le ministère de la Sécurité publique nous a informé que le gouvernement du Québec a adopté un report des échéanciers pour le paiement des sommes payables pour les municipalités pour la Sûreté du Québec. Toujours dans le contexte de COVID, ils ont voulu alléger un peu, donner un coup de pouce aux municipalités et nous ont donné la possibilité de reporter le paiement de la facture de la Sûreté du Québec, qui se chiffre à quand même 447 000 ici à Carleton-sur-Mer. Notre correspondance des ministères des Affaires municipales qui vient nous informer qu'il y a des nouvelles obligations ce qui concerne le règlement sur la qualité de l'eau potable. Donc, pour la quantité de plomb dans l'eau, il y a des nouvelles obligations qui s'appliquent à la Ville. Commission municipale du Québec, pour l'ensemble des municipalités du Québec, là, ils procèdent à des missions d'audit de conformité. Donc, ils vont faire des validations pour s'assurer que les municipalités ont bel et bien respecté des différentes réglementations. Dans ce cas-ci, c'est en lien avec l'adoption du budget et du programme triennal d'immobilisation. On se doit de le faire en décembre dans une séance publique dédiée à ce point-là où on ne peut pas avoir d'autres points. C'est ce qu'on fait à la Ville à chaque année, mais là, ils demandent des validations pour s'assurer que ça a bel et bien été conforme à la réglementation. Et on a aussi reçu une confirmation du ministère des Affaires municipales pour le dépôt d'un chèque au montant de 31 656, qui est l'équivalent d'un pourcentage de la TVQ. C'est un gain que le monde municipal avait fait lors du pacte fiscal, l'entente avec le gouvernement du Québec et les municipalités il y a 2 ans maintenant. Voilà pour les correspondances. 3.2, entente personnel cadre 2021-2025, c'est l'acceptation. L'entente avec le personnel, on a deux ententes à la Ville, une convention collective avec le personnel syndiqué. Puis pour le personnel cadre, on a une entente aussi qui est intervenue, qui venait à échéance le 31 décembre dernier, 2020. Et puis, on a entamé les discussions là, un petit peu avant l'automne dernier. On s'est entendu avec les personnels cadres là, donc sur une entente sur 5 ans qui a été conclue le 21 mai dernier. Ce qu'on propose au total, dans le normatif, là, ça se ressemble beaucoup. Là. Il y a des petits changements, là, entre autres la mise en place d'un comité de relations de travail là, plus formel où il y aura des rencontres régulières pour voir si tout se passe bien. Mais c'est une négociation qui s'est très bien faite. Puis, il y a une augmentation qui est prévue au niveau salarial de 11 sur 5 ans. Donc, c'est une entente de 5 ans. C'est une moyenne de 2,2 d'augmentation salariale qui est prévue par année pour les 5 prochaines années au personnel cadre. Donc, la présente résolution, ce serait pour entériner l'entente, pour autoriser moi-même et le directeur général à signer les documents afférents à l'entente. On vient confirmer aussi que ces conditions normatives-là s'appliquent à compter du 1er janvier 2021, donc l'année qui est débutée, et que les versements monétaires prévus s'appliquent aux dates prévues. C'est-à-dire que même si on est rendu au mois de juin, bien, les augmentations salariales s'appliquent à partir du 1er janvier, la date de début de l'entente. Donc, quelqu'un propose cette résolution? Proposée par Mme Leblanc. Merci. Point 3.3, Maison des aînés, manifestation d'intérêt au 6 de la Gaspésie.
On l'a vu, là, il y a eu une première ronde d'annonces de projets de maisons des aînés qui s'est faite à l'échelle de la province. À l'échelle du Québec et en Gaspésie, il y a 2 maisons des aînés qui ont été annoncées, en Gaspésie et aux îles, j'aurais dire. Ce qu'on souhaitait faire pour cette présente résolution-là, c'est signifier tant au CIS de la Gaspésie, à Mme Blais aussi, qui est ministre responsable des aînés et des prochains aidants, puis à M. Dubé, qui est ministre responsable de la santé et des services sociaux. Notre intérêt à Carleton-sur-Mer d'avoir une maison des aînés, c'est un concept qu'on trouve intéressant, en fait, qui vise, pour les personnes âgées, qui vise à terme à remplacer les CHSLD, là, si vous êtes familier un peu avec l'idée, mais c'est que les gens puissent rentrer, personnes plus âgées, rentrer dans une maison des aînés et puis être accompagnés tout au long jusqu'en fin de vie, en fait, dans cette même maison-là, plutôt que de se déplacer d'une institution à l'autre. Donc, c'est des maisons à l'échelle plus humaine. Là, ça va par bond de 12, 24, 36 ou 48 unités, personnes qui pourraient être accueillies dans ces maisons-là. Donc, on veut signifier au ministère et au CIS de la Gaspésie notre intérêt à travailler avec eux pour la réalisation d'un projet comme ça ici même. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'un ou d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Turcotte. Merci. Prochain point, on serait en 3.4, découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Vous avez assurément entendu cette tragique découverte-là qu'on a appris la semaine dernière, donc en solidarité avec l'ensemble des communautés autochtones, des personnes qui ont été touchées directement ou indirectement. On souhaitait souligner notre appui à la Ville, donc exprimer notre tristesse suite à cette découverte-là. On voulait aussi saluer par le fait même l'annonce du gouvernement du Québec qui souhaite faire la lumière, en fait, sur d'éventuels cas qui pourraient être comme Kamloops ont vécu, mais s'il y a d'éventuels cas au Québec. Et on voulait exprimer notre solidarité aux 11 nations autochtones du Québec, là. On a d'ailleurs, la semaine dernière, lorsqu'on a appris cette nouvelle-là, comme plusieurs municipalités au Québec, on a mis nos drapeaux en berne pour 215 heures. Et la semaine dernière, on souhaitait le signifier de façon plus officielle par résolution ce soir, notre appui. Donc, quelqu'un propose? Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 3.5, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier sur le rapport de l'auditeur indépendant pour l'année financière 2020. Donc, on vient de d'avoir la présentation par nos auditeurs indépendants du rapport financier. Il y a toujours un rapport du maire qui doit être fait aussi, qui va être disponible dans le journal municipal du Hublot. Donc, simplement vous dire, vous l'avez vu, c'est une belle année 2020. On avait plusieurs objectifs financiers à la Ville. La COVID a fait en sorte, c'était pas prévu, mais on a fait diminuer certaines dépenses, augmenter certains revenus. On a eu une année exceptionnelle au camping. On avait budgété quand même de façon plus conservatrice et ça s'est soldé par des revenus importants. Donc, on arrive avec un excédent en fin d'année de 420 000 $ à la Ville, plus la SDMC qui comprend les activités du golf, avec un excédent de 90 000, comme M. Audette l'a mentionné, c'est 510 000 au total. On peut l'expliquer de différentes façons. Là, on a eu une subvention de la COVID, comme je mentionnais, de 218 000. On a choisi cette subvention-là était bonne pour 2 ans, 2020-2021. Ce qu'on a choisi de faire, c'est d'affecter la moitié de cette subvention-là pour le budget 2021. À l'automne dernier, on ne savait pas ce que 2021 allait nous réserver. Donc, on a ces sommes-là au budget. On va voir en cours d'année comment ça se passe. Puis en fin d'année 2021, qu'est-ce qu'on fait avec ces sommes-là si on en a besoin. Pour le moment, ça se passe bien. On a une augmentation de plus de 161 000 des revenus du camping. On est allé chercher aussi 57 000 supplémentaires dans les revenus de la Régie de l'énergie éolienne. Donc, on est propriétaire de parcs éoliens le monde municipal en Gaspésie, puis ça amène des revenus intéressants. Donc, c'est des très bonnes nouvelles. Nos objectifs qu'on s'était dotés à la Ville dans la planification stratégique, ce qu'on souhaitait, entre autres, c'était de maintenir un taux de taxation à l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Pour 2020, pour 2021 même, en fait, on a gelé nos montants de nos revenus de taxation, donc pour s'assurer de geler ce taux-là. Pas le taux, mais en fait les revenus de taxation. On a augmenté notre excédent accumulé aussi
Au début de 2019, fin 2019, en fait, on avait 32 000 de revenus, c'est-à-dire de surplus non affectés à la ville. Notre bas de laine était de 32 000. Et là, on l'a augmenté à 448 000 en fin de l'année 2020. On a aussi augmenté le fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est un peu comme une marge de crédit qu'on a à la ville, mais où on se prête de l'argent à nous-mêmes. On peut aller emprunter dans ce fonds-là. Il faut le rembourser sans intérêt. C'est un bel outil financier. On est venu augmenter notre fonds de roulement de 150 000 donc pour le faire grossir un peu. Et la dette de la ville aussi, au cours de la dernière année, a diminué. On avait comme objectif de diminuer notre dette de 1,5 million pour 2020. On l'a diminué là, pour un total de 1,89 million, en fait, entre 2018 et 2020. Donc, on est un petit peu en haut de nos objectifs à ce niveau-là, au niveau financier. Donc, on a toujours du travail à faire. On le sait, là, le niveau d'endettement est relativement élevé, mais il diminue. Et puis, on dégage de la marge de manœuvre dans notre fonds de roulement. On a aussi un excédent de fonctionnement qui est non affecté, donc à la ville. On commence à être plus à l'aise et je pense qu'on en est tous bien heureux, puis on va poursuivre dans cette direction-là. Puis en 2020, puis simplement peut-être aussi pour vous rappeler différents investissements qui ont été faits malgré ça là, au niveau des immobilisations. Donc, on a investi dans des immobilisations pour 781 000 l'an dernier. Poursuite du projet de développement du camping. On a fait de la conversion de douches, entre autres, là, pour avoir des douches payantes pour diminuer la consommation d'eau puis augmenter les revenus du camping. On a fait des améliorations sur différents sites, augmenter le nombre d'ampérages, on a ajouté des abris cuisine. Donc, c'est toutes des améliorations. On le disait lorsqu'on a fait ces améliorations-là, ce sont des investissements. Donc, ça nous rapporte des revenus supplémentaires, on le voit. Ça bénéficie à l'ensemble de la communauté. On a travaillé sur la piste cyclable, des aménagements au Parc des Horizons aussi qui ont été faits là, pour rajeunir, ajouter des jeux réaménagés. C'est-à-dire au Parc Germain-des-Lauriers, la piste cyclable, c'est au Parc des Horizons, oui. On a fait l'acquisition de pinces de désincarcération pour le système pour notre équipe au niveau de la sécurité incendie. Travaux de pavage dans la rue Pichette. On a aménagé terrain de balle dans le secteur de l'OTJ aussi. Éclairage sur le trottoir de bois qui ont été faits. On a fait des changements d'éclairage au Quai des Arts pour la bibliothèque municipale et on a fait l'acquisition de logiciels aussi pour améliorer la qualité de service et que puissiez avoir les comptes de taxes en ligne maintenant. Donc, plein de choses qui sont faites en 2020 puis qui nous ont permis d'améliorer l'offre qu'on peut offrir à l'ensemble de nos citoyens tout en diminuant aussi notre dette et en augmentant nos surplus. Donc, de très bonnes nouvelles. Voilà pour mon petit mot. Donc, un rapport sur les faits saillants du rapport financier en 3.5. 4, dossier de la Direction générale. 4.1, on a l'assurance de cyber-risque pour le regroupement de municipalités et organismes de l'Union des municipalités du Québec. C'est très difficile au niveau des assurances. On l'a dit au budget, quand c'est venu le temps de renouveler, il y a des augmentations marquées des assurances. Puis dans toutes les sphères d'activité, au municipal, on n'y échappe pas. Dans les dernières années, il y a eu quelques municipalités en fait qui ont eu des tentatives ou qui ont eu du hameçonnage, du piratage informatique. Donc, on parle de plus en plus de risques liés à la cybersécurité dans les municipalités. Et à la Ville, nos assurances, on fait partie d'un regroupement de municipalités là, sous l'égide de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. Et pour continuer à avoir des prix, pour maintenir notre courtier et avoir les meilleurs prix possibles, on nous exige maintenant que l'ensemble des employés et des membres du conseil qui ont des appareils informatiques, soit portables ou qui ont à utiliser, à être en ligne, doivent suivre une formation. Donc, il y a un coût de 12 $ par participant pour suivre cette formation-là en cybersécurité. Donc, ce qu'on vient faire avec cette présente résolution-là, c'est confirmer qu'on a inscrit l'ensemble des employés qui ont accès à un ordinateur pour suivre cette formation-là, puis on s'engage à payer aussi les frais de 12 $ par formation. Quelqu'un propose un projet de résolution? Proposé par M. Turcotte. Merci. 4.2, projet modifié de garage et d'une terrasse au club de golf. Dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds Région Ruralité, volet 1. C'est une demande, c'est un projet qu'on a depuis un petit moment. On avait fait un dépôt dans une enveloppe qui s'appelait le FAR, le Fonds d'aide au rayonnement des régions, qui maintenant s'appelle le FRR, le Fonds Région Ruralité, volet 1.
C'est un projet de 150 000 $. On est allé chercher une aide financière, une subvention de 97 500 $. Le projet vise 2 éléments particuliers. Le premier, c'est avoir un espace pour abriter nos voiturettes. Et en même temps, ça permettait d'avoir une terrasse en haut de cet espace-là qui était rattaché au chalet du Golfe dans la partie sud. Donc, d'avoir une belle terrasse, un agrandissement de la terrasse au sud. Après avoir fait faire des mandats des plans par un architecte, en fait, elle a réalisé qu'elle a évalué les besoins en termes d'espace qui était nécessaire pour entreposer les voiturettes. Puis ce qu'on a constaté, c'est que c'était le bâtiment qui devait être construit était beaucoup plus gros que ce qu'on avait envisagé. Parce qu'il y avait déjà des études qui avaient été faites là, il y a quelques années. On s'était basé un peu sur des projets qu'on avait qui remontaient à quelques années, qui n'étaient pas adaptés. La terrasse aurait été à peu près 2 fois plus grande. L'abri terrasse aurait été 2 fois plus grand que le chalet actuel. Donc, ça aurait un peu dénaturé le site. Et les coûts étaient beaucoup plus élevés qu'à 150 000, ce qui était estimé. Donc, ce qu'on vient faire avec cette résolution-là, on a réévalué ça toujours pour répondre à nos besoins. On propose d'améliorer la terrasse sur le chalet. Puis plutôt que d'implanter les voiturettes sous un abri attenant au chalet, on construira un garage tout près du garage et la machinerie du côté montagne du Golfe pour entreposer les voiturettes. Donc, on a toujours un même coût de projet. On vient demander au ministère d'accepter ces petites modifications, ces modifications-là au projet, qui ne dénaturent pas l'esprit initial, mais qui changent quand même le projet en soi. Donc, on souhaite soumettre une demande d'aide financière révisée au Fonds Région Ruralité. C'est le ministère des Affaires municipales qui gère ce fonds-là. Et la résolution aussi autorise M. Antoine Audette à signer tous les documents relatifs à cette demande. Quelqu'un propose? Proposé par M. Parent. Merci. 5. Dossier de la trésorerie. 5.1. Dépôt du rapport financier au 31 décembre 2020. Donc, vous avez reçu, en fait, ça, c'est M. Audette qui nous l'a présenté. Tous les membres du conseil l'ont reçu. Il n'y a pas de résolution à proprement dit. C'est un dépôt qu'on fait. Il est signé, autorisé par Mme Forêt, qui est notre trésorière. 5.2, compte à payer au 31 mai 2021. Mme Leblanc va se retirer de la prise de décision pour ce point-là, pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Pour le mois de mai dernier, on a un total de 629 867 $ de factures à payer ou payées. Ce que j'ai noté là, qui sortait un peu, c'est quand même un gros mois, mais on avait asphaltage des lignes d'arrêt, il y en a pour 6 421. Un petit montant, mais pour vous dire, on a un ergothérapeute qui est passé à l'hôtel de ville pour faire l'évaluation des postes de travail pour améliorer le confort des employés. C'est 862. Excavation Leblanc, il y a eu beaucoup de travaux de fait, 39 629 $ dans le mois dernier. Entre autres, toute la réfection de la route Saint-Louis, pour ceux qui sont allés là, au printemps, c'était très, très difficile. Il y a des gros travaux qui ont été faits. On a pour 15 000 $ aussi de nivelage des différentes routes, entre autres Beaulieu. Il y a du travail qui a été fait pas mal. Saint-Louis toujours. Donc, 39 000. 6 806 pour rue principale. On avait donné un mandat à cette firme-là pour revoir toute la signalisation à Carleton-sur-Mer. On a des panneaux il y en a qui datent d'avant la fusion, d'avant 2000. Il y en a des petits, des gros, différentes couleurs, différents types de police et tout ça. On voulait harmoniser pour que ça soit clair, que ça soit beau, que ça soit attrayant, puis que les gens comprennent bien les différents attraits qu'on a à Carleton-sur-Mer. Donc, on a reçu une première facture parce qu'on travaille avec eux. Voilà pour les comptes à payer. Vous l'avez tous reçu. Si c'est conforme, ça me prendra un ou une proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 6, dossier du greffe. 6.1, règlement 2021-444, modifiant le règlement 2013-283, autorisant l'augmentation du fonds de roulement. Ça, j'en ai fait part avec notre surplus qu'on a dégagé. On veut utiliser de ce surplus-là un montant de 150 000 $ pour augmenter le fonds de roulement. On avait un fonds de roulement de 716 000 $ et il passerait à 866 000 $. Donc, c'est de l'argent qu'on utilise, qu'on peut se prêter à nous-mêmes, comme je le mentionnais tout à l'heure. Donc, on ajoute 150 000 et du 716, de mémoire, c'est 250 000 environ qui étaient disponibles sur le fonds de roulement. Oui, on avait 142. Oui, on avait libéré un 109, c'est ça. Donc, on avait déjà 150 000 qu'on peut utiliser. Là, on a 300 000 qu'on peut utiliser. Au lieu d'aller à un règlement d'emprunt, on se prête l'argent, c'est en bourse sur 5 sur 10 ans. C'est un bel outil pour faire la fonction de l'organisation. Quelqu'un propose
La rue du Centre-Civique à aller vers le nord. Ça me paraît qu'on nous entend plus. C'est ce qu'on dit sur. Madame Desgaries, Rémi a dit la même chose, puis Madame Leblanc. Et là, est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous avez perdu un grand bout de mon monologue. Oh, je vois un petit, je vois du petit signal qui bouge. Il faut juste me confirmer si vous entendez. Correct? Bon. J'espère que vous n'en avez pas manqué un grand bout. J'étais au point 6.2, régularisation des titres de propriété pour les entreprises quartier chaleur et construction Norvex. Donc, on vient vraiment, on veut... donc, il y a une procédure à faire pour régulariser ces titres-là. On commence par mandater notre directeur général qui va diffuser l'information dans le journal municipal et puis pour éventuellement devenir propriétaire bonne et due forme de ces rues-là. Quelqu'un propose la résolution 6.2, proposée par M. Turcotte. Merci. Prochain point, 6.3, servitude pour bornes de recharge de véhicules électriques. Il y a des bornes qui ont été ajoutées à l'automne dernier dans le stationnement à l'est de l'hôtel de ville, 2 bornes de recharge électrique de niveau 3. Et puis, c'est Hydro-Québec qui installe ça, puis on se doit de signer une servitude avec eux. Donc, qui prend une partie du terrain, là, du poteau de téléphone jusqu'aux bornes, qui sont propriétaires des bornes, donc pour qu'ils puissent faire des travaux si nécessaire. Donc, la résolution, c'est pour accorder la servitude d'utilité publique à Hydro-Québec contre une partie du lot 3 547 434. Que le projet d'acte de servitude soit soumis à cette Assemblée et dûment approuvé par les présents. C'est ce qu'on fait. Et là, c'est une clause là, nouvelle avec la pandémie, mais qu'un membre de l'étude notaire Beauchamp, CIR incorporé, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville. Donc, plutôt que ce soit habituellement, c'est moi-même et le directeur général qui signe les actes notariés. Dans ce cas-là, bon, on demande à la notaire de signer en notre nom les actes. Donc, c'est fait dans le contexte pandémique qu'on connaît. Voilà pour ce point-là. Quelqu'un propose la résolution? Proposée par M. Jean-Simon Landry. Merci. 6.4, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. C'est une nouveauté dans le contexte qu'on connaît présentement pour les prochaines élections municipales. Avant, par le passé, il y avait des bureaux de vote itinérants qui se déplaçaient dans les résidences pour personnes âgées. Les gens pouvaient voter directement de la résidence sans se déplacer. Ce ne sera plus possible aux prochaines élections. Mais ce que le gouvernement a instauré, c'est nous demande de mettre en place un vote par correspondance. Les gens vont pouvoir voter par la poste, par écrit et envoyer. Pour tous les gens, en fait, qui sont dans qui normalement auraient eu accès au vote itinérant, donc les personnes en résidence, personnes âgées notamment. Et
Donc, ça, ce n'est pas un mécanisme qu'on avait à la Ville. On se doit de le mettre en place et c'est bien correct. Et ce qu'on vient faire avec cette résolution-là, c'est que plutôt que de le réserver aux gens qui sont visés directement, on élargit, on a la possibilité d'élargir à toutes les personnes de 70 ans et plus, domiciliées ou non à Carleton-sur-Mer, qui ont une résidence, vont pouvoir voter par correspondance. Donc, avec cette présente résolution-là, on permettrait à toutes les personnes inscrites comme électrices ou électeurs de faire le vote par correspondance. Ça doit cependant faire la demande à la Ville. Là. Il y a de l'information qui va être acheminée via nos outils de communication, mais doivent en faire la demande à la Ville. Puis, avec la résolution, on vient confirmer ça. Et on demande aussi de transmettre, on confirme qu'on va transmettre à la ministre des Affaires municipales et au directeur général des élections une copie conforme de cette résolution. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. 6.5, règlement 2021-448 sur la gestion contractuelle modifiant le règlement 2018-320, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Ça, c'est une exigence qu'on a du ministère des Affaires municipales. Depuis 2 ans environ, on a des nouveaux règlements sur la gestion contractuelle. Les contrats entre 0 et 25 000 $, on peut les donner de gré à gré, choisir à qui on les donne. Pour les contrats entre 25 000 et 100 000 $ aussi, on se doit d'aller par... on peut faire des appels d'offres ciblés, cibler des entreprises et on a un peu plus de latitude dans l'octroi de contrats. Les contrats en haut de 100 000, le 100 000 évolue, là, augmente toujours un peu d'année en année. On est rendu à 105 000 ou autour d'eux. Là, on se doit d'aller sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec. Et donc, pour les contrats entre 25 et 100 000, il y avait un peu de flou où le gouvernement du Québec nous disait vous pouvez octroyer des contrats de gré à gré, mais il doit y avoir une rotation. Une fois de temps en temps, vous devez changer de firme pour. Et là, on vient préciser des éléments, mais c'est encore pas très clair pour nous, puis c'est le même dans l'ensemble du monde municipal. Là. Ce qu'on vient dire, c'est qu'on va pouvoir, pour les contrats entre 25 et 100 000, le gouvernement nous dit qu'on va pouvoir favoriser le contenu local, tant le contenu québécois qu'encore l'achat auprès de fournisseurs de notre municipalité ou du territoire. Ça nous donne un petit peu plus de latitude, mais on ne connaît pas les balises claires de ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que donc, pour les contrats de 25 et 100 000, on va pouvoir favoriser l'achat de contenus locaux. Donc, on se doit d'adopter ce règlement-là pour l'ensemble des municipalités du Québec, de modifier notre règlement sur la gestion contractuelle pour ajouter ces dispositions-là. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Richard. Merci. Prochain point, 7. Dans le dossier de l'urbanisme, à 7.1, on a le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 31 mai 2021. C'est simplement un dépôt. Là. Le comité se rencontre à chaque mois. Puis quand il y a des points qui doivent être traités au conseil, comme ce soir, il y en a 2 qui sont à présenter. C'est 7.2 et 7.3. 7.2, une demande de PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale au 906 rue de la Montagne. C'est le lot 6 390 535 sur, donc c'est Mme Luce Arbour et M. Thomas Leblanc qui veulent construire un chalet sur un terrain qu'ils ont sur la rue de la Montagne. Là, vous l'avez assurément remarqué, là, il y a 4, en fait, il va y avoir 4 constructions de chalets. Là, il y a eu des travaux de fait importants, puis du déboisement là, sur une partie du Mont-Saint-Joseph pour avoir des chalets. Donc, ça fait partie d'un des chalets. Il a été exigé là, pour l'ensemble des projets d'avoir un plan de reboisement et de reboiser. Ça concerne moins M. Leblanc, Mme Arbour, mais ça a quand même un impact. L'objectif du PIA, pourquoi on analyse ça avec un PIA, c'est des différents projets sur la montagne. Dans les objectifs, c'est pour s'assurer de minimiser les percées visuelles pour ne pas avoir trop d'impact. Donc, dans ce cas-là, on a validé la couleur des matériaux, le choix des matériaux pour s'assurer que ça respecte. Et il y a une exigence aussi de plan de reboisement là, pour le secteur. Donc, quelqu'un propose d'adopter les plans. C'était conforme, là, le comité consultatif d'urbanisme le proposait. Quelqu'un propose, proposé par M. Steven Parent. Merci. 7.3, un autre PIA, la rue de la Montagne. Cette fois-ci, c'est le parc du Mont-Saint-Joseph qui avait dans son projet initial prévu de faire 8 géodomes. Et puis, bon, pour des raisons financières, ils n'ont pas pu faire les 8 géodomes. Ils en ont fait 5 qu'on voit, là, que vous connaissez, qui ont été médiatisés.
Et maintenant, ils sont allés chercher du financement supplémentaire et ils veulent ajouter 3 géodômes pour compléter le projet initial. Mais plutôt que d'ajouter des géodômes, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'y aller vers des petits chalets en forme de triangle, ce qui va leur permettre d'avoir une offre différente des géodômes et puis de pouvoir les louer à l'hiver aussi. Ces chalets-là sont prévus comme dans le plan de match initial là, d'être sur le côté plus est du Mont-Saint-Joseph, l'autre face. Là. Ils ne seront pas collés sur les géodômes qu'on voit. Et encore une fois, ça a été soumis au comité consultatif d'urbanisme. Ça respecte les critères du PIA. Le comité, le CCU le recommande. Nous recommande d'accepter les plans déposés. Donc, si vous êtes d'accord, on pourrait les accepter par résolution ce soir. Quelqu'un propose? Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 7.4, avis de motion pour le règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant l'augmentation de la densité de logements sur le territoire. On en parle beaucoup, c'est d'actualité le enjeu de manque de logements sur le territoire. On travaille de différentes façons cet enjeu-là. J'en ai déjà parlé à quelques reprises. Et on veut arriver à l'automne avec un projet d'incitatif financier pour encourager la construction de logements. Et dans cette optique-là, on a fait une analyse un peu des espaces sur le territoire à Carleton-sur-Mer où on peut avoir du logement locatif. Ce qu'on vient faire avec ce projet de modification de règlement, c'est qu'on voudrait ajouter un nombre de logements permis dans certaines zones. Première zone, c'est sur le long de la 132. Ça varie d'un endroit à l'autre sur le territoire. Donc, la plupart du territoire, en fait, on peut construire jusqu'à 3 logements sur le long de la 132, mais il y a des portions où c'est 2 logements maximum. Ce qu'on viendrait faire, c'est d'uniformiser puis de permettre 3 logements partout. On s'est questionné pourquoi 3, 4, 5. Ce qu'on constate, c'est à 4 et 5, on a plus des immeubles locatifs, des blocs. Ça change un peu la trame. Donc, sur la 132, on ne souhaitait pas aller là, mais à 3, souvent, ce qu'on voit, ce qu'on constate sur le territoire, c'est souvent des maisons qui sont converties, donc plus style unifamilial. Ça se marie bien dans le paysage. On pense que c'est une façon pour permettre à des résidents ou des entrepreneurs de modifier un peu et d'ajouter des logements sur le territoire. Après, dans les changements, il y aurait sur la rue Comeau, la partie est de la rue Comeau, il y a des endroits où il y a des 12 logements, plusieurs 12 logements, mais ce qu'on veut faire, c'est d'augmenter dans certaines sections l'autorisation de passer de 2 à 4. Entre autres, au sud de la rue Comeau, il y a la maison grise au coin de Comeau et de la 132. Juste derrière la maison grise, on avait une demande, entre autres, pour ce lot-là, puis en continuant à monter dans Comeau pour permettre jusqu'à 4 logements plutôt que 2, comme c'est actuellement. Et la dernière section, toujours dans Comeau, à l'ouest de la rue Comeau, là, sur les terrains du centre de services scolaire René Lévesque. On a la salle Charles-Dugas, on a les terrains de soccer, Balmol, et en haut de ça, aller jusqu'à Voie ferrée, c'est les terrains du centre de services scolaire qui a un gros potentiel de développement résidentiel. C'est de l'autre côté de Comeau du quartier Espace Nature. Ce qu'on voudrait faire, c'est permettre jusqu'à la construction de jusqu'à 20 de bâtiments jusqu'à 20 logements donc par bâtiment dans ce secteur-là pour permettre éventuellement, si on a des projets de 12, 14, 15 logements, on pourrait les implanter dans ce secteur-là. Parce qu'ailleurs sur le territoire, pour des projets de cette ampleur-là, il y a à peu près plus de terrain où la réglementation le permet, où il y a de l'espace pour le faire. Nos rues sont pas mal pleines, puis on veut s'assurer que les usages soient respectés et qu'il y ait une bonne harmonie des différents usages et des types de bâtiments sur le territoire. Donc voilà, ça prendra quelqu'un pour donner l'avis de motion pour éventuellement modifier le règlement. Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. 7.5, adoption du deuxième projet de règlement, le règlement 2021-146, modifiant le règlement 2009-105 sur le zonage concernant les marges de recul des zones 029A et 032A. Ça, c'est dans la rue de la Boulangerie. Dans la quasi-totalité des rues à Carleton-sur-Mer, on a toujours une marge de recul avant. Donc, souvent, la marge de recul c'était la première maison qui se construisait dans nos rues. Les autres devaient s'harmoniser puis avoir la même distance entre la rue et la maison. Ça, c'est le début des développements des rues. Puis pour les rues plus récentes, la ville venait imposer. Dans le quartier Espace Nature, c'est entre 6 et 8 mètres, par exemple. Et on s'est rendu compte que dans la rue de la Boulangerie, il n'y avait pas de marge avant.
Les gens pouvaient s'implanter comme ils le souhaitaient sur les terrains. C'est des terrains qui ont 200 pieds de profondeur, qui sont très profonds, pour assurer une harmonie comme ailleurs sur le territoire, puis éviter qu'une maison se retrouve à la cour arrière d'une autre. On vient adopter ce projet de règlement-là. Ce qu'on vient confirmer, c'est pour ces zones-là, qui sont dans la rue de la Boulangerie essentiellement. C'est à la marge de recul avant. Les maisons devront être entre 8 mètres et 12 mètres de la rue. C'est conforme à ce qui se fait actuellement dans la rue, puis ça va assurer d'avoir une uniformité. Quelqu'un propose l'adoption du deuxième projet de règlement? Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 7.6, adoption du premier projet de règlement. Ça, on revient, là, les points ne suivent pas. En 7.4, si vous vous rappelez, on vient d'adopter l'avis de motion pour le zonage, pour augmenter la densité, ajouter le nombre de logements permis dans certaines zones. On a donné l'avis de motion. En 7.5, toujours pour le même objectif. En 7.6, pardon, on adopte le premier projet de règlement. Pour changer le règlement, il y a toujours 3 étapes. L'avis de motion, premier projet de règlement et deuxième projet de règlement. Donc, on a donné l'avis de motion. En 7.6, on adopte le premier projet de règlement. 2021-149, modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant l'augmentation de la densité de logements sur le territoire. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Richard. Merci. 8, dossier du développement économique et du tourisme. 8.1, transfert de propriété du Karaboudja. Autorisation de signature de l'entente. Vous l'avez vu, il y a des travaux qui sont en cours de réflexion, là, super intéressants, par des bénévoles qui travaillent pour l'écomusée. En fait, c'est pour faire la session. L'entente a déjà été signée, mais c'était pour procéder à la bonne et due forme par résolution pour autoriser notre directeur général ce soir à signer l'entente avec l'écomusée pour leur céder officiellement le Karaboudja. On avait évalué initialement à 4 000 environ les frais nécessaires pour la peinture, l'achat de matériaux. Finalement, ils ont été économes et même les bénévoles arrivent avec un montant d'environ 1 000 pour faire tous ces travaux-là. Ça repose, entre autres, là, sur la mobilisation de M. Denis Harry là, qui a motivé, qui a recruté des gens, des bénévoles. Donc, je les salue, je les remercie. Et d'ailleurs, le Karaboudja sera déplacé demain. C'est comme dit ce que M. Turcotte nous dit, c'est demain 10h, c'est bien ça? 10h30. Entre 10h et midi, le Karaboudja va être implanté sur le site là, officiel. Il va être. Donc, si vous voulez aller voir, je vous invite à aller jeter un œil, mais elle n'est pas trop proche non plus. Donc, on autoriserait M. Audette, directeur général, à signer l'entente avec l'Écomusée Tracadiège par cette résolution. Si vous le voulez bien. Quelqu'un propose? Proposé par M. Turcotte. Merci. 9, dossier de loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, entente de location, écovoile, baie des Chaleurs, coopérative de solidarité, autorisation de signature. Donc, Écovoile utilise des locaux de la ville. La ville louait pour un montant de 500 $ par année. Dans les dernières années, là, ça a fluctué. Et puis, je vais présenter là, dans le prochain point la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes du milieu. À travers cette politique-là, on a différents soutiens à différents organismes, puis on voulait s'assurer d'avoir une équité sur le territoire entre les organisations. Puis, on s'est assis avec Écovoile pour revoir le montant du loyer, qu'on trouvait qu'il y avait un écart, il y avait une certaine iniquité, donc on voulait rétablir ça. Ce qu'on a proposé, on est venu à une entente avec Écovoile pour passer de 500 $ par année à 3 000 $ pour la location. Ça va s'échelonner sur 5 ans. Une augmentation, on y allait de façon progressive, donc une augmentation de 500 $ par année. 2021, on passera de 500 à 1000, ensuite 1500, etc., etc. C'est une entente sur 5 ans avec possibilité de poursuite. En fait, il n'y avait pas de clause de spécifié dans l'entente qui a été soumise au Conseil là, sur après 5 ans. Ce qu'on disait, c'est qu'après 5 ans, il y aurait une augmentation de 3 % du loyer par année. Ce qu'on est venu faire avec cette entente-là aussi, c'est bien délimiter le terrain. Qu'est-ce qu'Écovoile peut faire sur le terrain? Il y a le stationnement, entre autres, l'entreposage de bateaux. On est venu clarifier certains éléments. Donc, avec la résolution, on autoriserait moi-même et M. Audette à signer cette entente de location. Ce qu'on va ajouter aussi ce soir, là, qui n'était pas indiqué dans l'entente, on veut juste s'assurer qu'il y a une clause pour la reconduite de l'entente après 5 ans, qu'on prévoit un mécanisme formel de reconduite de l'entente après 5 ans, parce que de la façon qu'elle a été rédigée, ce qui nous a été présenté, il y avait comme après 5 ans,
il y a une reconduction automatique qui se faisait avec ce que je vous dis en 3 par année. Mais là, on va dire oui, on va l'accepter, l'entente, mais à condition qu'il y ait un mécanisme pour qu'on puisse s'asseoir dans 5 ans puis réviser ça, s'assurer. Parce que ça demeure quand même des bâtiments municipaux puis un terrain municipal. Donc, on veut s'assurer d'avoir un suivi avec eux à ce niveau-là. Donc, 9.1, quelqu'un propose l'entente de location avec Ecovol? Proposé par M. Turcotte. Merci. 9.2, dépôt et adoption de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes du milieu. J'en ai fait mention. Oui, pour ce point-là, M. Landry, Jean-Simon Landry, va se retirer de la prise de décision pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Ça découle, entre autres, de tout notre exercice en planification stratégique. On a beaucoup d'organismes sur le territoire. Carleton-sur-Mer a toujours été une ville impliquée et qui soutient ces organisations. On le fait de différentes façons à travers différents organismes. On a voulu amener un peu plus d'uniformité là-dedans, puis venir clarifier, baliser des éléments. Vous avez vu avec Ecovol dans la résolution d'avant, on s'est rendu compte dans cet exercice-là, entre autres, qu'il y avait une inéquité entre les clubs 50+. Il y avait un certain soutien qui était offert par la ville au club du secteur Carleton. Club 50+ de Saint-Omer, eux n'avaient pas le même soutien. Donc, on a décidé d'offrir un montant de 6 000 qui était prévu au budget de la ville pour le club 50+ Saint-Omer pour venir assurer davantage d'équité. C'est tous des petits éléments comme ça qui ont, donc, je pense, qui sont très cohérents et intéressants. C'est une politique de soutien aux organismes qui existe. Dans l'Est du Québec, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Matane qui a une politique du genre, mais on est pas mal parmi les seuls et je pense qu'on peut en être fiers. On fait beaucoup de choses pour nos organismes. Là. Il y a du soutien financier. On donne de l'argent via des fonds comme les fonds Inergex. On a une politique de dons aussi. On a un historique de soutien aux organismes culturels. À chaque année, on a une entente avec le ministère de la Culture. On a un budget qui est prévu pour nos organismes culturels. Avec cette politique-là qu'on adopte ce soir, on va ajouter un nouveau fonds pour nos organismes en plein air. On constate qu'il y a une effervescence, il y a un engouement au niveau du plein air, du loisir à l'extérieur, et on veut soutenir des initiatives éventuellement. Donc, ce qu'on a décidé de faire, on n'a pas mis de montant dans un fonds pour le moment, c'est une première, on essaye. Donc, ce qu'on dit, c'est on va proposer à des organismes de nous déposer des demandes pour un montant. Le montant de la ville maximum qui va être autorisé, c'est 10 000 par demande. On peut financer jusqu'à 75 des demandes qui devront être reçues d'ici le 31 septembre. Donc, le conseil à chaque année, en tout cas pour les premières années, on va tester, mais dans le cadre du budget, on va avoir des demandes des organismes en plein air. Quand on va adopter le budget de l'année suivante, on pourra évaluer ces demandes-là et en accepter. Dans cette politique-là, on offre du soutien technique aussi, en plus du soutien financier. Donc, des fois, c'est notre équipe de loisirs, sport, loisirs, vie communautaire qui va aider des organismes, des événements. On fait aussi du prêt d'équipement, du prêt de locaux, de la location aussi de certains équipements plus techniques. Là, je pense à ce qu'on a au Quai des Arts notamment. Donc, ça fait partie de ce beau document-là. Qui a été travaillé depuis plusieurs mois par M. Alain, qui est notre directeur de loisirs, culture et vie communautaire. Donc, on l'adopterait officiellement ce soir. Il va entrer en vigueur à partir du 15 juin 2021, si ça vous convient tous. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. Prochain point, demande d'avance de fonds pour le festival Bleu-Bleu. C'est la deuxième fois qu'on a une demande. La première fois qu'on avait une demande de Bleu-Bleu, c'était pour un montant de 15 000 pour la première édition. Cette année, ils nous ont demandé une avance de fonds de 50 000 parce que c'est un festival, évidemment, c'est un événement qui, malgré son jeune âge, est quand même bien structuré, fonctionne bien, ont un très beau montage financier, ils ont beaucoup de commanditaires officiels. Donc, le montage financier et les contributions financières sont confirmées. Mais ils ont quand même avant d'avoir ces revenus-là qui vont rentrer, ils ont quand même des dépenses. Je pense aux artistes qui sont réservés à location d'équipement. C'est des éléments qu'ils doivent payer avant d'avoir ces revenus-là. Donc, ils nous ont demandé une avance, ce qu'on ferait ce soir. Donc, pour un montant de 50 000, remboursable au 31 octobre prochain. Donc, ça leur donne quelques semaines, quelques mois pour recevoir tous les revenus de différents commanditaires et puis rembourser la ville. Donc, la résolution, ça serait pour accepter de verser une avance de 50 000 à Bleu-Bleu. Et le Bleu-Bleu, on leur demande de s'engager à leur tour de nous rembourser la somme
au plus tard le 31 octobre 2021. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Richard, merci. 9.4, projet de soutien aux municipalités espaces munis. M. Landry aussi, Jean-Simon Landry va se retirer de prise de décision sur ce point-là pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Comme nous sommes une municipalité amie des aînés, on a accès à un programme d'aide financière de l'organisme Espace Muni. Et donc, on souhaitait déposer une demande pour aller chercher une subvention, une aide financière dans le cadre d'un programme pour maintenir et améliorer les services qui sont offerts aux aînés sur le territoire. Et la présente résolution, ça serait pour autoriser M. Pascal Alain, qui est directeur loisirs, culture et vie communautaire, à signer pour et au nom de la Ville de Carleton-sur-Mer tous les documents relatifs pour une demande de financement présentée dans le cadre de cet appel de projet-là particulier. Je prendrai une proposition pour accepter cette résolution. Proposée par Mme Denise Leblanc. Merci. Prochain point, en 10, dossier des travaux publics, 10.1, résolution concernant une mise de fonds dans un projet dans le cadre du programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'écocentres québécois. Vous l'avez peut-être vu, on a commencé à procéder à des travaux à l'écocentre Richard Nadeau, travaux importants qui sont en cours pour que ce soit plus fluide, pour améliorer l'expérience, puis de cet écocentre-là. Et il y a un nouveau programme d'aide financière qui est disponible. Et sur un projet de 25 000, on fait une demande pour aller chercher 17 000 $. C'était déjà prévu au plan triennal d'immobilisation de faire ces travaux-là. On n'avait pas anticipé ce programme d'aide financière-là. Donc, on dépose ce soir. On autoriserait la Ville à s'engager. On confirmerait que la Ville s'engage dans le projet en y investissant 10 000 $ et on transmettrait une copie de cette présente résolution à Recyc Québec pour confirmer notre engagement à injecter. Et on va demander une aide de 17 316 $. Quelqu'un propose ce projet de résolution? Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. Dossier de la sécurité publique maintenant, en 11.1, on a un rapport des interventions du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021. C'est simplement le service de sécurité incendie là, qui nous a déposé. Habituellement, chaque année, on avait un rapport. Là, il y a des petits changements. Là, ils vont nous déposer un rapport à quelques reprises dans l'année, donc là, après 5 mois. Pour les 5 premiers mois de 2021, il y a 25 interventions qui ont été faites par notre service incendie, 25 sorties, dont 8 incendies qui ont eu lieu sur le territoire. Donc, les membres du conseil l'ont reçu. Là. Il n'y a pas de résolution adoptée, c'est simplement un dépôt de rapport. Point 12, prochaine séance. La prochaine séance devrait avoir lieu ici même, là, avec les mêmes modalités, donc par webinaire, en diffusion en direct sur Internet et disponible sur le site de la Ville et pour les gens aussi qui vont pouvoir se déplacer au Quai des Arts pour assister. Donc, le 12 juillet prochain à 20 h. Dans les autres sujets, on n'avait pas d'autres sujets ce soir. On pourrait, avant de passer la parole aux gens en ligne ou dans la salle, procéder au tour de table du conseil. J'invite les gens déjà en ligne, s'ils ont des questions, là, peuvent commencer à les rédiger dans la partie questions-réponses. Donc, je fais le tour de table. Je vous invite à ouvrir vos micros lorsque ce sera votre tour de parole. Commencez par Mme Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Donc, moi, à nouveau, je veux vous parler du budget participatif parce que normalement, c'est à partir d'aujourd'hui ou assurément demain que vous allez être appelé à pouvoir voter pour les projets qui vous rejoignent le plus, qui vous allument le plus. Donc, le vote se fait par la plateforme web qui est vraiment dédiée à ce projet-là. Donc, je vous invite bien sûr à y aller puis à aller voir les beaux projets, à voter. Merci. Mme Leblanc, M. Turcotte. Rien de spécial pour moi. Bonsoir. Merci. M. Landry. Merci, M. le maire. Juste prendre quelques instants pour spécifier les causes de mes abstentions tantôt. C'est parce que l'organisme pour lequel je travaille est directement touché par la politique en vigueur, qui sera en vigueur à partir du 15 juin. Puis, concernant le programme MUNI, c'est qu'il est possible que l'organisme pour lequel je travaille soit porteur du projet qui va être déposé par la Ville. Donc, voilà, ça c'est pour ça. Un mot sur le golf. Le membership 2021, ou plutôt le nombre de membres du club de cette année a déjà dépassé le nombre de membres de l'année dernière. Puis, ça inclut tous les types de membres. Il y a dans ces membres-là des membres qui ont, on va dire, qui
qui ne rapportent pas grand-chose financièrement sur le court terme. Il y a beaucoup de jeunes, de juniors cette année. Ce n'est pas très payant, mais mettons que c'est un investissement pour l'avenir de l'infrastructure, puis pour le sport, puis pour... Donc, c'est super. Moi, en tant qu'utilisateur, c'est très bien de voir ça. Puis, on peut penser que le nombre de membres va continuer d'augmenter parce qu'il y a des tarifs avantageux là, à la fin de saison. Souvent, là, les gens qui veulent être membres juste à l'automne, etc. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on a dégagé l'an dernier un excédent d'environ 65 000 $. Je n'ai pas de boule de cristal, là, mais c'est bien parti pour l'année en cours. Fait que voilà ce que j'avais à dire. Merci, M. Landry. M. Parent? Rien pour moi ce soir, M. le maire. Merci. Mme Richard, oui. Moi non plus, rien pour moi. Désolée, ma connexion, j'ai dû me reconnecter tantôt. Bonne Ouais. soirée. De mon côté, peut-être mentionner là, les mesures sanitaires commencent à s'alléger et puis on était limité dans les événements depuis plusieurs mois, mais là, on voit avec la zone verte, ça nous permet d'ouvrir un peu. Donc, quelques lancements qui s'en viennent, entre autres des projets qui étaient issus du budget participatif qui ont été pour lesquels les gens ont voté l'année dernière et là, on voit la réalisation. Ce jeudi après-midi, il va y avoir le lancement du Festival des cerfs-volants qui s'en vient cet été au mois d'août. M. Parent va être là pour représenter la ville. Il va y avoir le lancement officiel à la brûlerie du Quai. La même journée, jeudi cette semaine, à 19 h, il va y avoir l'inauguration du piano public et du trottoir lumineux. Piano public, c'était un projet jeunesse dans le cadre du budget participatif et le trottoir lumineux, c'était le projet qui avait été accepté dans le volet grand public. Ça va être inauguré jeudi soir à 19 h. Le 20 juin, un dimanche, il va y avoir aussi l'inauguration du terrain de balle dans le secteur de l'OTJ. Donc, c'était aussi un projet jeunesse qui avait été déposé dans le budget participatif. Un peu plus de 20 000 qui ont été investis pour refaire une beauté au terrain de balle. Et puis, on a vu l'engouement. Il y a des ligues tant jeunes qu'adultes, hommes, femmes qui ont démarré. Donc, c'est beau à voir. Le terrain est utilisé. C'est une très bonne nouvelle. On va l'inaugurer officiellement le 20. Et aussi, le 24 juin, ça va être le festival Bleu, mais il va y avoir le lancement, l'inauguration du quai. Vous l'avez probablement vu, évidemment. Et on a fait on a installé le mobilier urbain. On n'avait pas encore fait l'inauguration officielle de ce lieu-là et on va pouvoir le faire le 24 juin en grande beauté. Donc, je vous invite à ces différents événements-là au cours des prochains jours, prochaines semaines. Voilà. Maintenant, la parole serait à vous pour les gens dans la salle ou en ligne si vous avez des questions. J'en vois une. Je vais y aller. Pour les gens... Oui, voilà. Oui, je vais répéter votre question pour que les gens puissent entendre en ligne et pour la postérité. C'était pour savoir qu'est-ce qui arrivait avec le chalet de la Pointe-Tracadie-Gages. C'est une bonne question. Il y a eu un projet aux dernières élections, là, en 2013, il y avait un projet de 750 000 sur la table. Ça ne s'est pas réalisé parce qu'on n'avait pas été chercher le financement nécessaire. Ça a un peu vivoté. Je vous dirais que là, il faudrait valider. Aux dernières nouvelles, ce qu'on avait dit, puis je pourrais vous confirmer, mais c'est qu'on allait minimalement refaire la toiture pour s'assurer que le bâtiment soit correct, mais c'est prévu au plan triennal d'immobilisation. Est-ce que c'est l'année prochaine? 2022, donc on va faire des travaux ça ne sera pas en grande pompe. Ce qu'on a dit, c'est que le conseil était d'avis que c'est un bâtiment qui est très, très utile et utilisé. Et puis, on voulait garder ce cachet-là. Donc, on va le retaper, on va refaire une beauté, mais avec un budget, somme toute, réaliste. Je n'ai pas les montants exacts, je pourrais vous revenir, mais donc l'année prochaine, on va y aller. Ce ne sera pas dans 5 ans. C'est prévu l'an prochain, puis ça devrait se réaliser. Oui? Au niveau de la loi sur l'affichage en français, est-ce que la Ville est d'accord avec cette loi-là? Parce qu'il y a quand même un commerce à Carleton qui s'affiche encore avec un anglicisme, dont le parking. C'est pas un nom français. Ah, c'est une bonne question. Là, avec le projet de loi, ça? Je n'ai pas remarqué, là, pour la question, c'est de savoir si on va se conformer à l'affichage en français là, sur la loi, parce qu'il y a des commerces ou un commerce qui s'afficherait encore en anglais. Je vais le vérifier. Là, je n'étais pas au courant. Si vous voulez, je pourrais peut-être dans la rue de la Gare. Hein, on va...
C'est bon, on va vérifier ça, puis on va s'assurer que ça respecte la loi, les lois en vigueur. C'est bien noté, merci. On a une première question de M. Rémi Essiambre. Est-ce que la Ville a prévu réparer la porte automatique qui est défectueuse depuis plusieurs années au Quai des Arts pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite? Je n'étais pas au fait. Je sais que des fois, les portes, il y en a toujours un côté qui ouvre, qui ouvre pas en fonction du vent, ou je pense que la configuration initiale du bâtiment a peut-être été mal faite. Je vais le valider, M. Essam, puis je pourrais vous revenir là, à prochaine rencontre là, avec le détail là, sur cette porte-là. Ensuite, Mme Leblanc, il y avait une question. On ne m'entend plus, mais ça a été réglé, je pense. Ensuite, une autre question. Pour consulter les projets présentés au budget participatif, est-ce que l'on peut voir sur le site Internet de la Ville les différents projets et voter au même endroit? Oui, il y a un site dédié, là, c'est Mme Nicolcia qui posait la question, pour le budget participatif. Là, je n'ai pas l'adresse par cœur. Si vous allez sur le site web de Carleton-sur-Mer, vous avez un micro-site là, dédié. Oui, il va y avoir des liens là, dès que ça va être disponible, puis tous les projets vont être détaillés, puis vous allez pouvoir voter sur cette même plateforme-là. Moi, j'avais vu c'était demain, la date. Ouais. Donc, ce qu'on me confirme, c'est que c'est demain, soit ce soir, peut-être tard ce soir, ou en tout cas demain, le site va être en ligne. Ce n'était pas encore lancé, mais ça va être fait sous peu. Demain, vous allez pouvoir consulter et puis aller voter. Prochaine question en ligne. Est-ce que la publicité a été faite concernant les projets présentés dans le cadre du budget participatif? Je n'ai rien vu passer. Ben, c'est ça, ça va être annoncé. Le hublot sort vendredi cette semaine. Il va y avoir de la publicité aussi. Et là, demain, on va l'afficher, j'imagine, en lançant le site là, à travers nos différents outils à la Ville. Je poursuis avec les questions en ligne. Parfait. Là, je ne vois pas de la part de qui? Madame Desgaris. Parfait. Madame Desgaris me demande, vu les très nombreuses ventes achats de maisons depuis, disons, environ 2 ans, est-ce qu'une entité quelconque relève la provenance des nouveaux arrivants et de leur statut familial? Surtout, a-t-on des balises au sujet de la transformation de domicile en style Airbnb et ou uniquement comme résidence secondaire? Évitons la percéisation chez nous. Comment prévoit-on quels nouveaux besoins ces gens auront-ils? Quelle influence auront-ils sur la mentalité? En fait, il y a beaucoup d'éléments, là, mais vous l'avez peut-être vu passer, là, ça a été médiatisé il y a quelques semaines. La municipalité de Percé a adopté un règlement pour interdire les résidences de tourisme. Le style Airbnb, c'est ce qu'on appelle les résidences de tourisme. C'est des résidences secondaires. Ça peut pas. Les résidences principales, si vous avez une résidence et vous décidez d'en faire la location pendant une semaine ou quelques jours dans l'année, c'est difficile pour les municipalités de réglementer ce genre d'usage-là. Pour les résidences secondaires, les gens qui veulent le louer, c'est ce qu'on appelle des résidences de tourisme, il y aurait une possibilité, moyen de réglementer. Présentement, dans notre réglementation municipale, on a différents types d'usages, mais le terme résidence de tourisme n'existe pas dans nos usages à l'heure actuelle. Ce que je vous dirais, c'est qu'on en a discuté en conseil, en séance de travail, il y a peut-être une semaine ou deux, là, tout récemment. On suit la situation. Là. Je pense que Percé avait un problème là, important, ce qui n'est peut-être pas le cas ici, mais ce qu'on veut faire, c'est minimalement évaluer. Là, il y a un exercice qui va être fait cet été pour voir combien de résidences de tourisme on a dans le secteur pour bien suivre l'évolution de cette situation-là, puis s'il y a lieu, bien, adapter notre réglementation ou intervenir. Mais on n'en est pas là encore. Ce que moi, j'aimerais faire, c'est à l'automne, ramener le sujet et puis éventuellement consulter la population pour voir comment ils voient, parce qu'il y en a qui voient ça d'un œil favorable, d'autres non. Donc, comment on voit ça? On aura à réfléchir ensemble avec vous, avec les citoyens, à travers différentes consultations pour échanger sur cet enjeu-là, puis peut-être éventuellement intervenir. Il y a des outils qui existent comme ce que Percé a fait au niveau réglementaire. Et pour les nouveaux arrivants sur le territoire, quand il y a une transaction immobilière, il y a des droits de mutation, on a le nom du propriétaire. Je ne suis pas sûr qu'on a ou des propriétaires, là.
peut-être Mme Forest, si vous avez l'information, est-ce qu'on a l'ensemble des membres, de savoir le profil? Je ne suis pas certain, on devrait avoir les propriétaires. Non, on a les nouveaux propriétaires avec leur nouvelle adresse. Le nombre, l'adresse des propriétaires, si c'est des familles ou quoi que ce soit, on n'a pas ce détail. Voilà pour ça. J'espère que ça répond bien à vos questions. L'autre question en ligne, c'est à M. Mathieu. Avez-vous trouvé l'emplacement idéal pour la station de vidange? Oui, ça a été une question qui a été soulevée ou un commentaire en séance publique là, pour implanter une éventuelle station de vidange à Carleton-sur-Mer pour les motorisés ou les personnes avec des véhicules récréatifs, des roulottes. On en a une sur le camping. C'est peut-être moins adapté en période d'achalandage pour que les gens aient juste vidangé. Donc, ce que j'avais dit, c'est qu'on évaluait des possibilités. Le site visé pour une éventuelle station de vidange, ça semblait être dans le secteur de l'Arena, mais il n'y a pas eu de travail là, qui a été fait là, pour le moment. On n'a pas encore statué aussi. Il faut bien évaluer le budget et tout ça. Donc, on continue, l'équipe continue d'analyser ça, mais on n'a pas de réponse précise là, pour vous pour ce soir en lien avec ça. Voilà pour les questions que je vois en ligne. Dans la salle, est-ce qu'il y avait d'autres questions complètes? Oui. Ah oui, la question, c'est dans la rue de la Montagne, juste peut-être en face du Trait-Carré, là. Il y a eu un déboisement qui a été fait. C'est une construction résidentielle. C'est un résident qui va s'implanter une maison unifamiliale là, standard. Là. Je n'ai pas remarqué. Oui, juste à peu près là, en face du Trait-Carré, là, vraiment, ou presque là. Plus haut. Ah, Marco, OK, ouais. Dans le fer à cheval, là, la question. Oui, c'est un. Oui, la question, c'était sur le terrain, vraiment dans le fer à cheval, là, à l'entrée de la rue de la Montagne. Oui, c'est une résidence unifamiliale aussi. C'est une construction qui s'en vient. Qui va être faite, là, qui débute, oui. Plaisir. D'autres questions? Sinon, on pourrait. Oui. Quelques années, on parlait d'un jeune conseil, hésitation. Merci. On a un commentaire de mention de félicitations sur l'exercice et les résultats financiers qu'on a dévoilés tout à l'heure. Merci. Donc, on pourrait procéder à la levée de la séance, si vous le voulez bien. J'aurais besoin. Oui, pardon, il y a une question. Peut-on mieux prévoir ce que sera cette nouvelle population? Ah, c'est en lien avec la première question sur les nouveaux arrivants, ou c'est une très bonne question. C'est difficile à prévoir. Là. Je n'ai pas encore de statistiques. C'est un phénomène à grandeur des régions du Québec où il y a une migration importante. J'ai vu des statistiques récemment, là, mais on n'a pas. C'est tout nouveau. Là. Je sais qu'en Gaspésie, il y a beaucoup de propriétaires, de nouveaux arrivants qui viennent de la Couronne de Montréal ou de la Couronne de Montréal, comparativement au reste du Québec, là, mais je ne me rappelle plus des autres statistiques. Là, mais c'est une bonne question, mais je n'ai pas le détail là, sur qui sera la nouvelle population. Là, mais de ce que je peux voir, à vue de nez, il y a une belle mixité, il y a des gens de différents âges. Donc, c'est très, très intéressant. Si quelqu'un propose la levée de la séance proposée par Mme Leblanc. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde.